Très bien, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les professeurs, cher Nicolas, chers amis, au nom de mes collègues de l'INALCO et de la Fondation, soyez les bienvenus chez vous à la rue de Lille. Bon, c'est grâce à toi, cher Nicolas, mais peut-être aussi grâce à tes chers Mandchous qu'une audience aussi large est réunie. Pour être franc, nous pensions commencer cet exercice comme une plaisanterie, et finalement l'audience s'est accrue de façon totalement inattendue. Alors, je voudrais tout d'abord saluer la présence du professeur Jean-Noël Robert, qui a bien voulu faire usage du tunnel secret qui réunit le Collège de France et les Langues-Eaux. Et très gentiment, lorsqu'on lui a parlé de cette conférence, sa réponse a été « On ne résiste pas aux Mandchous ». Je voudrais aussi saluer la présence de notre grand ami M. Viennet, dont chacun connaît, entre autres, le rôle qu'il a tenu pour dessiller le monde chinois contemporain, mais dont j'ai découvert très récemment qu'il avait publié des documents classiques sur l'héritage mandchou, dont tu parleras sûrement tout à l'heure, cher Nicolas. Alors, cher Nicolas, avec toi, il ne faut pas plaisanter, parce que, comme je l'ai dit, nous avons commencé ça comme c'était une blague, au moment du cocktail que nous avions donné à l'occasion de la présence de Madame Loiseau, donc ancienne ministre, qui a été ta collègue de bureau ici. Nous nous sommes dit, mais là, tu nous as appris que tu faisais du mandchou, tu t'intéressais au mandchou. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une intervention sur le mandchou? Ensuite, après, tu es venu à une deuxième de nos conférences ici, qui a été organisée pour la professeure Eva Toulouse, pour le lancement de l'Oudmourt. Alors, que vient faire l'Oudmourt là-dedans? Chacun sait que c'est une langue finno-ougrienne qui est dotée de 15 cas et qui a beaucoup d'autres qualités. Mais surtout, la Fondation INALCO a pu accompagner la professeure Toulouse pour qu'il y ait un enseignement de l'Oudmourt aux Langues-Eaux, ce qui en fait la 104e langue. Donc, c'est dans cet esprit de langue rare que tu es venu et que nous avons poursuivi notre dialogue et que ce projet s'est affermi. Et finalement, moins de 4 mois plus tard, nous sommes là. Donc avec toi, il ne faut pas plaisanter. Bon. Alors, donc, cette conférence nous tient à cœur à tous, en fait, essentiellement pour 3 raisons. Premièrement, parce que les langues rares ou en péril sont une des priorités de la récente fondation que nous avons constituée. La deuxième, c'est que l'approche que tu nous proposes est en fait typiquement Langues-Eaux. Pardon si ça a l'air chauvin, mais c'est tout à fait volontaire que ce soit chauvin d'ailleurs. La chose qui est frappante, c'est que tu nous proposes dans ton intervention des éléments d'histoire et d'anthropologie, d'aucuns diraient de civilisation, par le prisme de la langue et des sciences du langage. C'est difficile de faire plus Langues-Eaux que ça. Et la troisième chose, c'est que tu nous permets de renouer avec la tradition qui accorde une place tout à fait singulière aux Mandchous dans notre maison et à la sinologie en général. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques amis, cher Pierre, à l'instant. Cette place est incarnée par le personnage d'Abel Rémusat. Alors, pardon si je le fais en termes de béotien, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux l'histoire que moi. J'espère qu'il y en a un ou deux qui la connaissent moins bien, donc ça me servira de sauf-conduit. Mais il faut dire 2 mots de ce contemporain de Champollion, probablement aussi génial que lui, mais moins connu. Et en fait, sa mythologie veut que, sans accès à des locuteurs natifs et sans dictionnaire adéquat, il est réussi à élaborer un corpus suffisant pour être considéré comme le fondateur de la sinologie en Occident. Alors, ce prodige, il le doit en grande partie au fait d'avoir eu recours au mandchou comme Hilfssprache. Pardon, comment est-ce qu'on dit en français ce truc-là? J'en sais rien. Bon, ok. Enfin, une langue qui aide finalement, c'est pas si mal. Donc, la tradition jésuite voulait que la régularité de sa grammaire et la facilité relative de son script facilitent l'accès aux complexités et aux grâces de la langue chinoise. Alors, cela ne réduit en rien le prodige, puisque Abel Rémusat fut un autodidacte en mandchou aussi. Enfin, c'est aussi simple que de devenir un élève des Langues-Eaux, puisqu'il faut d'abord apprendre le français avant d'apprendre une des 103 langues. Donc, voilà, c'est une tradition de cette maison. Alors, mais pour simplifier à outrance, on pourrait dire que le mandchou a été la pierre de Rosette d'Abel Rémusat. Alors, c'est à cela qu'on doit le fait que la première chaire de chinois au Collège de France soit intitulée Chaire de langues et littérature chinoise et tartare mandchou, si je ne me trompe pas dans son intitulé. À l'image d'Épinal, il faut ajouter dans son entourage immédiat les personnages de Langlès et de Sylvestre de Sacy, les 2 premiers administrateurs des Langues-Eaux, dans leurs rôles habituels. Alors le rôle chagrin, le rôle dans l'ombre pour le premier,
l'anglais est la personne que l'on adore détester dans cette maison. Et ensuite, celui qui est au contraire dans la lumière, c'est Sylvestre de Sacy. Donc les deux ont pu accompagner, chacun à sa manière, le travail d'Abel Rémusat. Alors, pour Sylvestre, nous retrouverons dans la lumière de juin, nous retrouverons en tout cas sa statue au cocktail tout à l'heure. Comme vous voyez, il n'y a pas de statue de l'anglaise dans cette maison. Alors, je voudrais simplement conclure par une exhortation qui avait été faite par le professeur Mark Elliott de Harvard dans sa communication sur Abel Rémusat à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et ce qu'il disait, je ne veux pas trahir ses propos, c'est « Il est temps de se demander s'il ne serait pas temps de ramener l'étude du mandchou là où elle est née, en Europe, à Paris. » Grâce à toi, cher Nicolas, nous en avons les prémices ce soir. Alors peut-être, juste avant de te passer la parole, un petit peu de propagande sur la Fondation, ça fait partie de notre métier. Excusez-nous si vous voulez penser ou écouter autre chose, vraiment faites-le. Mais bon, c'est un devoir pour ce qui me concerne. Alors, je voudrais simplement dire que nous venons de clore notre première année, notre premier exercice. Nous avons contribué à la préservation des savoirs et des personnes, donc je pense que le sujet mandchou en fait partie. Mais nous avons travaillé essentiellement sur la question de l'Afghanistan, de l'Arménie, de la Syrie, de l'Ukraine. Alors, il s'agit de soutien aux personnes, des créations de chaires, d'organisation de colloques scientifiques ou de mise en œuvre de programmes d'enseignement à distance. Donc cette année nous a permis de lever plus de 1 million d'euros. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui, nous avons le droit de le dire depuis avant-hier. J'ajoute une deuxième chose qui est significative pour nous, qui est que l'Agence nationale pour la recherche vient de décider de mettre à notre disposition 10 ressources, 10 personnes pour quelques années. Cela nous permettra donc de mieux servir les donateurs qui nous ont aidés à être où nous sommes aujourd'hui. Et nous espérons, grâce à ça, pouvoir élargir le cercle de ces donateurs. Donc voilà, j'ai fini mes quelques minutes de propagande. Je voudrais peut-être juste ajouter quelques éléments de logistique, si tu veux bien. Donc, nous pourrons peut-être prévoir une intervention de 30 à 40 minutes, qui seront suivies peut-être de 20 minutes d'échange et de discussion. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amateurs et de connaisseurs du mandchou ici, donc je ne doute pas que des débats s'instaurent, pas seulement entre l'estrade et la salle, mais entre la salle et la salle. Et ensuite, après, nous retrouverons Sylvestre autour de 20h dans la cour. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe, et merci pour tout le travail que tu fais pour la Fondation. 1 million d'euros, 10 emplois à temps plein, c'est vraiment impressionnant. Jean-Pierre Abel Rémusat aurait été fier de toi. C'était un linguiste, mais c'était aussi un réel politiquaire. S'il a introduit l'enseignement du mandchou dans notre pays, c'est aussi parce que c'était la langue administrative d'un empire qui allait de Sakhaline au Népal, de Taïwan au Kazakhstan. C'était la langue administrative d'un ensemble de la première économie mondiale, de la population la plus importante de la planète, et aussi c'était une langue co-administrative avec une langue écrite qui était une langue morte, mais qui remontait à moins 1300 avant Jésus-Christ. Le problème de la domination mandchoue sur la Chine, qui a commencé au moment de la mort de Louis XIII et qui s'est poursuivi jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui a duré 3 fois plus longtemps que la domination mongole en Chine, alors que le ratio, la proportion de mandchous par rapport aux Chinois était de 1 à 350. En Algérie, il y avait un Français pour 6 musulmans. Étudier l'histoire de la Chine entre, mettons, 1644 et la Première Guerre mondiale, sans connaître le mandchou, n'est-ce pas étudier l'histoire de l'Inde entre 1750 et 1949 sans connaître l'anglais? Il y a un trou noir dans lequel je veux vous emmener. J'ai préparé quelques transparents. J'espère ne pas vous y perdre en étant assez clair. Nous allons parler d'abord des langues altaïques et des langues toungouzes. Je vais vous faire quand même un petit cours de phonétique et de grammaire. Puis nous ferons l'histoire où nous verrons les 3 aspects du mandchou.
Le mandchou a d'abord été du Jurchen, une langue du Moyen-Âge, qui avait une écriture inspirée des caractères chinois vers 1100. Le mandchou classique, entre 1644 et 1912. Et le Sibo, qui est la langue d'une minorité de la République populaire de Chine. Puis je finirai avec les débats autour de la New Qing History et de la place du mandchou dans ces débats. Alors, les langues altaïques sont des langues très importantes. Il y a 3 grandes familles de langues dans ces langues altaïques, les langues turques, les langues mongoles et les langues toungouses. Certains ajoutent à ces langues, bien sûr, le japonais et le coréen, et d'autres vont même jusqu'à y inclure les langues finno-ougriennes, donc finlandais, ougrien et l'ourmout, entre autres. Les langues toungouzes sont toutes en péril. On considère qu'il n'y a que 65 000 locuteurs. Seules 2 langues toungouzes ont une chance de survie. L'ewenk, qui a une écriture depuis 1928 et qui est parlée par 25 000 personnes, réparties sur un territoire immense, allant de l'embouchure de la Yenisei jusqu'à le nord de la Mandchourie en Chine. Et puis vous avez le Sibo, qui est le descendant du mandchou, qui est parlé par les descendants d'une garnison militaire perdue à la frontière de la Chine, de l'Empire, si j'ose dire, et actuellement une petite vallée à la frontière du Kazakhstan où on trouve 30 000 locuteurs de Sibo. Je vous ferai écouter des informations télévisées chinoises de cette région. Turc veut dire fort en turc. Mong veut dire brave en mongol. Toungouz veut dire cochon ou porc en turc. Les ethnographes savent qu'il ne faut jamais appeler une tribu par le nom que lui donnent ses voisins. Les Cosaques n'étaient pas des ethnographes et ils ont appelé beaucoup de rivières en Sibérie, rivière des cochons, rivière des porcs. La plus connue est la Tungoutskaya inférieure, qui est un affluent de l'Yenisei qui débouche vers Norilsk. Alors, les langues toungouzes sont importantes parce que une langue altaïque, c'est le témoin le plus ancien. Et il y a eu 2 controverses très importantes dans l'histoire de la linguistique autour des langues altaïques et du toungouze. La première, c'est une tentative de hiérarchiser les langues. Donc il y a une grande correspondance entre Jean-Pierre Abel Rémusat, toujours lui, et Wilhelm von Humboldt. Humboldt a imaginé qu'il y avait 3 types de langues sur la planète. Les langues isolantes, comme le chinois, où chaque mot est un monème isolé, juxtaposé à côté des autres. Les langues agglutinantes, comme les langues altaïques, où autour d'une racine verbale, un jeu de suffixes et d'affixes permet de créer ce qui est un début de conjugaison et de déclinaison, et les langues synthétiques, comme les langues indo-européennes, avec une conjugaison et une déclinaison. Le pas suivant qui a été fait était de dire que ces langues correspondaient à des sociétés. Les sociétés chinoises étaient des familles pas monoparentales, mais juxtaposées les unes à côté des autres. Les langues altaïques étaient des langues de clans dominateurs, et les langues synthétiques étaient des langues de peuples capables de faire de grandes cultures. Il était donc normal que des altaïques agglutinants dominent des Chinois isolants avant que des Russes et des Anglais se battent pour l'Asie centrale. La deuxième controverse liée aux langues altaïques, c'est la différence entre une famille de langues et une aire linguistique. Les langues altaïques partagent tous des traits phonétiques et grammaticaux communs. L'harmonie vocalique, le verbe est à la fin, sont des langues SOV. Ce sont des langues aussi qui sont toutes agglutinantes. En revanche, le vocabulaire il est très difficile de trouver des correspondances dans le vocabulaire. Comme vous voyez sur le tableau, j'ai pris quelques chiffres. Il est très difficile de trouver un lien entre le toungouze mandchou, le mongol, le turc et le coréen. En dépit de cette difficulté,
La linguistique moderne a tranché. Ce n'est pas une ère linguistique a tranché. La majorité des linguistes ont tranché. La minorité a peut-être raison. Ce n'est pas une ère linguistique comme les Balkans où des langues comme le grec, l'albanais, le bulgare et le grec partagent des traits phonétiques et grammaticaux communs. C'est une famille avec une langue d'origine qui s'appellerait le transeurasien. Et là, vous voyez un arbre génétique, si j'ose dire, fait par 2 linguistes belges qui travaillent pour le Max Planck Institute et qui considèrent qu'il y avait, il y a plus de 6000 ans, un transeurasien commun avec un rameau japono-coréen qui s'en serait séparé il y a moins 5700 ans et un rameau Tungus qui, lui, se serait séparé il y a moins 4600 ans. Alors, il faut être très prudent sur ces histoires racontées à travers les arbres. 2 grands spécialistes des langues Tungus, qui sont tous les 2 russes d'ailleurs, Alexandre Vovin et Sonia Okolskaya, proposent pour le Tungus commun des dates complètement différentes. Pour Vovin, qui est un immense linguiste, le Tungus commun était en moins 800. Pour Okolskaya, il était en plus 600, enfin en plus 700. Il y a 1500 ans d'écart. Que reste-t-il des Mandchous et comment reste-t-il des Indo-Européens? On connaît les 3 fonctions. Pour les Mandchous, ce qui est resté de Tungus, c'est la chasse. Les Tungus ont toujours été considérés comme les meilleurs chasseurs de Sibérie. Je vous rappellerai que 20% des revenus de l'État russe à l'époque de Catherine II venaient du yassak, l'impôt levé sur les peuples sibériens en termes de fourrure qui était revendu aux Hollandais et aux Anglais qui n'avaient pas encore le charbon pour chauffer et qui n'avaient pas encore conquis le Canada pour avoir des fourrures américaines. Et c'était l'époque du petit hiver climatique. Les fourrures sibériennes ont été le pétrole et le gaz de la Russie de l'époque de Catherine II. Je vous ai dû tous voir le film d'Erzou Zala. Le chasseur qui est représenté dans le film avec Arseniev est un chasseur Tungus, Nanaï pour être précis. L'empereur Qing, à la différence d'un empereur chinois de la période Song ou Ming, est un chasseur. Il se représente très régulièrement lors des chasses, en combat singulier avec des fauves. Là, vous avez Yongzhang dans un habit occidental en train de tuer un tigre sibérien. C'est les pires tigres qui existent. Là, vous avez son fils, Qianlong, faisant la même chose, mais là, il est habillé à la Mandchou, mais il est peint par un artiste occidental, un jésuite. Le père de Yongzhang, Kangxi, dans ses mémoires, a écrit avoir tué en combat singulier 1300 tigres, non, 130 tigres, je dis des bêtises, 130 tigres et 20 ours. Les grandes chasses impériales à Chengde servaient aussi de lieu diplomatique. On recevait les princes mongols. C'était aussi des manœuvres militaires. Seules les élites des soldats mandchous y étaient admis. Il fallait pouvoir bander un arc avec une tension de 70 kg. Pour être un soldat mandchou de base, il suffisait de bander un arc de 40 kg. Si vous êtes allé à Chengde, la réserve de chasse des empereurs mandchous est précédée par une vallée où il y a une Chine en miniature, dont un des monuments les plus extraordinaires est une réplique à l'échelle 1/3 du Potala. La chasse et le chamanisme ont des rapports très étroits. L'homme est un prédateur qui n'a pas d'odorat, mais c'est un prédateur empathique. Il peut se mettre dans la situation de la bête qu'il chasse. Et le chamanisme est un moyen de rompre la barrière entre les espèces et d'imaginer des chasses imaginaires sur un territoire. Alors, quand un clan Tungus... alors, le mot chaman est un mot d'origine Tungus. Il est mentionné pour la première fois par le protopope Avakum, qui est le fondateur de la secte des vieux croyants, qui a été exilé en Sibérie et a rencontré, bien sûr, des chamans Tungus. Pelliot a retrouvé le mot saman dans des textes urchènes, donc fait remonter l'origine de ce mot jusqu'à l'an 1000.
Et quand un clan Tungus absorbait un autre clan Tungus, la première chose qu'on faisait, c'était de tuer le chaman du clan ennemi. Donc la famille de l'empereur de Chine, le clan Aisin-Gyoro, était le seul clan mandchou à avoir le droit à avoir un chaman. Donc il y avait le chaman du clan Aisin-Gyoro, et dans le coin sud-est de la cité interdite, vous aviez, donc là c'est la petite carte, vous aviez un temple chamanique qui était un petit bâtiment, un octoèdre, qui représentait les tentes Tungus. Et la première chose que faisait l'empereur le premier jour de l'an, c'était d'aller assister au culte chamanique dans le temple. Ce temple a été détruit lors de la révolte des Boxers, donc il n'existe plus. Le culte chamanique est particulier par rapport à un culte chinois. L'empereur dans les cultes chinois sacrifie lui-même, il est face au sud. Dans les cultes chamaniques, il ne fait rien, c'est le chaman qui fait tout, il est spectateur et il est face au nord. Il y avait quand même des cultes privés qui étaient autorisés pour les Mandchous. Entre autres, on offre de la viande à un oiseau totem qui est la pie. Et dans le palais de Shenyang, on trouve donc des poteaux d'offrande qui s'appellent des somos en mandchou, sur lesquels on offrait de la viande pour les oiseaux. Les Mandchous qui n'avaient pas de poteaux, généralement, jetaient de la viande sur les toits, ce qui intriguait beaucoup les Chinois. Que reste-t-il de chaman chez les Mandchous? Il y a, à la fin de la dynastie mandchoue, vers les années 1900-1905, on ne sait pas pourquoi, une dizaine de Mandchous de Mandchourie ont pris la peine de noter un conte, qui est le conte de la chamane Nishan. Il y a toute une étude, une nishanologie, parce que c'est, contrairement aux autres contes de chamans Tungus, qui sont toujours des contes notés par des ethnographes, suscités en quelque sorte, là on a un conte qui a été noté d'une manière spontanée par des Mandchous dans leur langue. Alors bien sûr, des ethnographes chinois ont renoté le conte dans les années 60 parmi les derniers Mandchous de Mandchourie. Alors je vous raconte brièvement le conte parce qu'il est intéressant comme tous les contes chamaniques. Il s'agit d'un beau jeune homme qui est fils unique, qui a 15-25 ans, suivant les versions. Il est riche et il meurt brusquement en allant visiter son troupeau. Son père est désespéré, il va voir une vieille sorcière au bord d'une rivière qui s'appelle la rivière Nishan. La sorcière vient de perdre son fils, elle aussi, donc elle sympathise, et elle dit elle dit, je ne peux rien faire pour toi, mais la veuve, ma belle-fille, est une chamane. Donc il va retrouver la chamane, il arrive à la convaincre, elle demande plein d'objets pour le voyage dans l'au-delà, et elle part dans les enfers, elle échange le beau jeune homme contre un poulet et un chien. Elle rencontre son ancien mari qui lui demande de la ramener à la surface. Elle refuse en lui disant « je ne peux pas, c'est trop tard, tu es déjà tout pourri et tout vieux ». Et elle ramène le beau jeune homme à la surface, poursuivi par des démons qu'elle éloigne en jetant les objets qu'elle a accumulés, entre autres un miroir qui se transforme en océan. Arrivée à la surface, sa belle-mère l'accuse d'infidélité conjugale et elle est condamnée à une peine très sévère par un magistrat chinois. Vite, un petit cours de mandchou, là, si on veut tenir les temps. Je ne vais pas vous parler de la phonétique traditionnelle, mais sachez qu'il y avait plus de 1400 syllabes et que les Mandchous qui apprenaient leur langue étaient obligés d'apprendre par cœur des classes. Il y avait 12 classes qu'on appelait des Uju. C'est une langue qui a une harmonie vocalique. Il y a 6 voyelles qui respectent des règles d'harmonie vocalique. Alors les règles d'harmonie vocalique, qu'est-ce que c'est? Vous avez 3 classes de voyelles. Vous avez une voyelle qui est décrite comme in. Elle est sombre, elle est féminine, c'est le E. Elle s'oppose à 3 voyelles qui sont yang, qui sont masculines, qui sont claires. Et dans un même mot, vous ne pouvez jamais avoir une voyelle in ou une voyelle yang. Et vous avez 2 voyelles qui sont neutres, yin-yang, le ou et le i, qui peuvent être dans le même mot, soit avec un e, soit avec un a. Alors ce qui est très particulier dans le mandchou, c'est que cette opposition yin-yang a une signification, ce que l'on ne retrouve pas dans les autres langues
altaïques comme, je ne sais pas moi, le turc ou le mongol. Donc là, ça marche pour les hommes, les liens de parenté, les animaux, les choses, les concepts. Donc si je dis ha-ha, ça veut dire un homme. Si je dis ha-ha, c'est une femme. Si je dis ama, c'est maman. Si je dis eme, c'est papa. Eme, c'est maman. Ama, c'est papa. Nakchu, c'est oncle. Nekchu, c'est tante. Ça marche pour des emprunts. Reshang, qui veut dire moine en chinois, est devenu Ruwashan, ça veut dire moine en masculin, et Reweshen, ce qui veut dire non. Ça marche aussi pour les animaux. Arslan est un emprunt au turc, ça veut dire lion. Et ben on pouvait faire Arsalan, le lion, Urselen, la lionne. Si vous aviez une ceinture, Haptala est une ceinture pour homme, Haptala est une ceinture pour femme. Ganga veut dire fort, Engange veut dire faible. Et ça marche pour les points cardinaux. Wasirun veut dire bas, Wesirun veut dire haut, Wasimbi descendre, Wesimbi monter. Alors en ce qui concerne les consonnes, c'est une langue très simple. Il n'y a pas de groupe consonantique, il n'y a pas d'extra, il n'y a pas de gl, de pre. Et surtout, il n'y a pas de R au début des mots, comme en mongol. Alors, c'est pour ça que le mot Russie, qui s'écrit en chinois luos, est différent du mot Rome, qui se dit luoma. Donc, vous avez le même caractère pour commencer le mot, luo, que vous retrouvez dans Russie, luo, mais les Chinois ont un E. D'où vient ce E, qui pouvait être un O en chinois il y a quelques années, il vient du fait que le mot Russie, le mot russe, a été emprunté par les Chinois au mandchou ou au mongol, qui s'est prononçait Olos. Les mandchous, comme les mongols, mettent un O prothétique quand ils rencontrent un air, comme scriptum est devenu écrit en français ou iscrito en italien. Un peu de syntaxe mandchou. Je vois que vous aimez la grammaire. Le mandchou est une langue SOV, donc le verbe est toujours à la fin. Alors, c'est comme l'allemand, mais c'est pire que ça. La négation est le dernier mot de la phrase. Donc, vous êtes obligé de laisser votre interlocuteur parler si vous voulez savoir s'il a fait une phrase affirmative ou négative. C'est une langue agglutinante. Alors là, je me suis amusé avec le mot tachi, qui veut dire apprendre, de vous montrer le principe de l'agglutination. La base est un impératif, comme souvent dans beaucoup de langues, les mots parler, c'est donner des ordres. À partir de ça, on peut faire plein de substantifs en rajoutant un N, tachin, tachimsi, l'élève, tachikul, professeur, tachihiyen, l'enseignement. Ça marche bien sûr pour les verbes. Tachimbi, apprendre. Si vous mettez bu en mandchou, ça veut dire faire. Ara, écrire. Arabu, faire écrire. Donc là, tachimbu, ça veut dire enseigner. Vous pouvez faire enseigner quelque chose à quelqu'un. Donc vous avez tachibu, bumbi. Et puis vous pouvez venir enseigner. Ça fait de tachibu, nambi. Allez enseigner. Vous pouvez venir enseigner tachibu, jimbi. Bien sûr, tout ça se conjugue. Et la négation est tout à la fin. C'est la particule Q. Alors, le mandchou est une langue à K. Alors, ce ne sont pas des K comme les langues synthétiques. C'est justement ce que les gens considéraient être comme l'ébauche des K classiques. Le mandchou a 5 K. Généralement, dans les langues altaïques, on regarde ça avec les pronoms. Donc, il y a 5 façons de décliner un pronom. En Ewank, qui est une autre langue toungouse, beaucoup plus primitive, il y a 11 cas. Il y a 11 façons de décliner un pronom. Alors là, je me suis amusé à faire des phrases. Donc, quand c'est au nominatif, au sujet bi ou lmb, je travaille. L'accusatif, le cas donc complément d'objet, bi, bobé ou lr, j'ai construit la maison. Le génitif, qui est le cas du complément de nom, mini, bo, en bas, ma maison est grande. Vous avez le datif, qui est un complément d'attribution. Jassigan B, la lettre.
à mon père, enfin au père, je l'ai écrit. J'ai écrit une lettre à mon père. Et puis vous avez l'ablatif qui sort une sortie. Je suis sorti de la maison de ma mère. Maintenant que vous connaissez le mandchou, nous pouvons voir l'endroit d'où cette langue est sortie. Les Mandchous sont les enfants d'un fleuve. Ce fleuve, c'est l'Amour. C'est le deuxième fleuve le plus long de la Sibérie. Il y a Klob qui est plus long. Il fait plus de 4400 km. Ce qui est amusant, c'est que quand le Kéroulen, qui est de l'autre côté de la montagne, déborde, il rajoute 1000 km à son cours. C'est un des fleuves les plus poissonneux du monde. Il est bordé de grandes forêts. On y trouve entre autres le fameux Kalouga, qui est un des esturgeons, un des poissons de rivière le plus grand du monde. Il peut faire 6 mètres et peser 1 tonne. C'est un redoutable prédateur qui ne mange que des saumons. Les Mandchous ont partagé le bassin de ce fleuve avec plusieurs peuples. Toute la rive nord est occupée par des populations tungouzes sibériennes ou paléo-sibériennes. Tout l'est de la Mandchourie est occupé par les Mongols. Il faut savoir que les Mongols, leur région d'origine, c'est une chaîne de montagnes qu'on appelle les monts Khingan, qui séparent la Mandchourie de la Mongolie classique. Les Mongols classiques étaient plutôt sur le côté est de cette chaîne, et les proto-Mongols, les Liao, les Khitans, étaient plutôt sur le côté est. Et au sud, vous aviez des Coréens et des Chinois. Alors, cette zone a connu une première structure étatique avec un royaume qui s'est appelé Boraï. Le golfe qui sépare d'ailleurs la péninsule du Liaodong du Shandong s'appelle le golfe du Boraï, en souvenir de ce royaume archaïque. Ce royaume a été fondé par un réfugié coréen d'origine mandchoue, Mohe, qui, lors de l'effondrement du royaume de Goguryeo, a fondé le royaume de Boraï, qui était un mélange d'une classe dirigeante coréenne. L'empereur ou le roi du Boraï était sans doute mandchou, enfin proto-mandchou, et leur langue écrite, c'était le chinois classique. La zone a été contrôlée après par les Mongols, les proto-Mongols, les Liao, qui ont fondé Pékin, et c'est le fameux Katai de la tradition historique, et en russe, on dit Kitai pour la Chine, ce qui veut dire donc les Khitans. Les Jurchen, d'autres proto-mandchous, ont chassé les Khitans, et nous allons arriver à la situation de la Chine vers l'an 1100. Alors, un petit retour en arrière. Quand la dynastie Tang s'est effondrée en 907, il y a eu 50 ans d'anarchie avant que les Song réunifient le pays. Les Song n'ont jamais contrôlé le nord de leur pays. Et pire que ça, en 1127, les Jurchen, donc les proto-mandchous, venant de Mandchourie, ont pris la capitale des Song. Le dernier empereur des Song du Nord, qui s'appelait Huizong, était un calligraphe de premier ordre. Vous avez sa calligraphie en bas de la planche. C'était aussi un très grand peintre. Vous avez un de ses tableaux, Les grues sur le palais. Ça porte bonheur. Ça ne lui a pas porté bonheur. Il a fini sa vie prisonnier avec son fils sur les bords de l'Amour. Le climat était très rigoureux. Les trois royaumes qui ont occupé le nord de la Chine vers l'an 1100 ont tous les trois senti le besoin de s'inspirer des caractères chinois pour transcrire leur propre langue. Alors, les Khitans, qui s'étaient réfugiés dans les monts Altaï, avaient été les premiers. Ils ont écrit leur langue dans un j'ose pas dire un alphabet, donc avec des caractères, inspirés des caractères chinois. Les Tangoutes, qui eux étaient des Tibétains, ou des proto-Tibétains, ou j'ai une langue appartenant aux Tibétains, ont fait la même chose. Et nos Jurchen ont à leur tour, beaucoup plus tard, 200 ans après les Liao, inventé leur propre syllabais, enfin leur propre langue, enfin leur propre écriture. C'est la mieux connue parce qu'on a des dictionnaires de l'époque Ming,
transcrivant à la fois le son et la signification de chaque caractère. En gros, il y avait 200 caractères fonctionnant comme les caractères chinois avec une signification, et il y avait environ 1000 caractères qui n'avaient qu'une valeur phonétique. Le dernier témoignage de cette écriture Jurchen, on l'a retrouvé à l'embouchure de la rivière Amour. C'est une stèle, c'est la plus petite, elle est actuellement au musée Arseniev à Vladivostok. Et au sommet de cette stèle, qui raconte d'ailleurs, digression, allez, cette stèle raconte les aventures d'un eunuque du deuxième empereur Ming, de Yongle, qui a par 2 fois fait descendre une flotte de 50 bateaux sur la Sungari et après sur l'Amour pour affirmer le pouvoir de la dynastie Ming au nord de la Mandchourie et face à l'île de Sakhalin. Et donc cette flottille a descendu l'Amour, enfin la Sungari puis l'Amour, et a vogué dans l'océan Arctique. Et les 2 stèles commémorent cet exploit. Ils ont construit 2 fois le temple parce qu'il a chaque fois été détruit par les tribus Nanai, donc les Jurchen, enfin les Tungus du coin, qui n'étaient pas contents de la présence chinoise. Et cet eunuque était un Jurchen, il s'appelait Isira. C'est un parent moins connu de Zhang He, le fameux eunuque qui a emmené des flottes de Yongle jusque dans la mer Rouge. Et en haut de la stèle, il a écrit dans 4 alphabets différents le mantra bien connu Om Mani Padme Hum, ça veut dire le joyau est dans le lotus, dans 4 langues différentes, en tibétain, en chinois, en jurchen et en mongol. Et c'est le dernier témoignage écrit de l'écriture jurchen. Alors, les Mongols, eux, ont emprunté leur langue, qui sera plus tard reprise par les Mandchous classiques. Ils ont une langue qui a une écriture qui a une très longue histoire. Tout ça vient de l'araméen impérial. C'était la langue administrative de l'Empire perse. Et là, j'ai mis un papyrus qu'on a retrouvé en Égypte, qui est la traduction de la stèle de Behistun, enfin de l'inscription de Behistun, décrivant la refondation de l'Empire perse. Cet alphabet a servi de base à l'hébreu carré, à l'arabe, à toutes les langues iraniennes, le Pélévi, à toutes les langues indiennes. Et aussi à une langue qui s'appelle le sogdien. Le sogdien était une langue iranienne qui était parlée en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Et ces sogdiens étaient de grands commerçants. La plupart des documents sogdiens ont d'ailleurs été retrouvés en Chine. Donc là, vous avez le dernier document sogdien connu, qui est une lettre écrite par un prince sogdien qu'on a retrouvé dans une grotte au Tadjikistan et qui est un appel à l'aide à d'autres princes sogdiens pour essayer de résister face aux Turcs et aux Arabes qui occupaient la région. Les Turcs ouïghours ont emprunté l'alphabet sogdien pour transcrire leur langue, mais ils en ont changé le sens. D'horizontale, l'écriture est devenue verticale. Et là, je me suis amusé à prendre une stèle nestorienne ouïghour, où vous avez en dessous déjà, vous avez le lotus, et ce qui sort du lotus n'est plus un joyau, c'est une croix. Et sous les bras de la croix, donc vous avez du sogdien transcrivant du turc écrit à la verticale, et vous avez du syriaque au-dessus des bras de la croix, écrit aussi à la verticale. Cet alphabet turc a été bien sûr repris par les Mongols. Et là, je me suis amusé à prendre une photo d'un document qui est à la Bibliothèque nationale. C'est une lettre des Mongols d'Iran à Philippe le Bel, lui proposant une alliance pour aller faire la guerre aux Mamelouks en Égypte. Et j'ai fini par une photo d'une enseigne bien connue à Rourerot, où on voit une belle inscription trilingue anglais, américaine, chinoise et mongole. Nous allons vite faire l'histoire du Mandchou. À un moment, la dynastie Ming a cessé de contrôler le nord de la Mandchourie
Ils ont fait une grande muraille, qui n'était pas une vraie grande muraille en Mandchourie. Ils ont gardé le sud utile, qui avait toujours été habité par des Chinois depuis la dynastie Han, donc depuis moins de 200, donc la plaine du Liaodong. Ils ont fait une levée de terre et ils l'ont plantée avec des saules. C'était la palissade de saules. Et au nord de cette palissade de saules, ils attisaient les querelles intestines entre les tribus mongoles et les tribus mandchoues, en leur donnant des titres, en leur permettant de venir commercer. Donc en fait, et c'est comme ça qu'ils protégeaient leurs frontières. À un moment, un supplétif de l'armée chinoise, Nurgachi, qui avait d'ailleurs été engagé comme soldat dans l'armée de secours chinoise qui est allée en Corée pour défendre la Corée contre les Japonais, petit à petit a réussi à unifier toutes les tribus jurchènes et mongoles de Mandchourie. Pour gérer cette nouvelle entité administrative, il a décidé d'adopter l'écriture mongole pour transcrire le jurchen. Jusqu'ici, les jurchènes utilisaient le mongol quand ils avaient des choses à s'écrire. On connaît le nom des deux personnes qui ont fait cet alphabet, ces deux savants, Erdeni et Gagai. Il y a un texte assez savoureux où l'empereur les oblige à inventer l'écriture en disant « Regardez, avec le mongol, on peut faire des mots dans notre langue ». Et quelques années plus tard, il a réorganisé la société qui était sur la base de clans. Alors, il y avait des dizaines et des dizaines de clans mandchous. Il les a forcés à rentrer dans une entité administrative qui s'appelait les bannières, qui était une entité militaire. Chaque bannière regroupait 7500 soldats. Il a doublé le nombre des bannières et la société de paysans, chasseurs, cueilleurs, les Mandchous sont devenus des soldats professionnels. C'est avec cette armée qu'il a envahi le sud de la Mandchourie, le Liaodong. Il a déplacé sa capitale à Shenyang, qui est devenue Mukden. Il a construit un palais. Et à un moment, en faisant ça, il avait déclaré la guerre à la Chine. Donc il a refondé la dynastie. Il a repris le nom de la dynastie Jin. Et il a changé le nom de son clan, qui était les Gyoro. Il les a appelés les Aishin Gyoro, qui veut dire les Gyoro d'or. Alors là, j'ai mis un des premiers textes en mandchou. Ce qui est amusant, c'est que c'est un palimpseste. Les Mandchous ont récupéré le papier qu'ils ont trouvé à Shenyang et ils écrivaient dessus. Donc sur une liste de soldats chinois, vous voyez un édit de ce premier empereur de la dynastie Qing, enfin Jin, pas encore Qing, recommandant à ses officiers de bien traiter les Chinois qui étaient prisonniers. Son fils a procédé à une réforme de l'écriture. Il faut voir que l'alphabet mongol est un des moins commodes du monde. C'est pour ça qu'il a été abandonné en Mongolie où on écrit avec le cyrillique. Les tentatives de rétablir l'écriture mongole n'ont jamais abouti. C'est trop difficile à écrire comme ça. Le deuxième souverain mandchou a demandé à un autre savant qui s'appelait Dahai d'ajouter des points et des cercles à l'écriture. Et vous voyez, il n'y avait qu'un seul signe, donc un K. En mettant un point, ça devenait un G, et en mettant un cercle, on avait un R. Dans l'écriture mongole, les trois consonnes ne sont pas distinctes. C'est le même signe pour les trois. De même, en mongol, le O, le OU et d'autres lettres ne sont pas distinguées. En mandchou, il y a des points, il y a des petits signes qui permettent de faire la différence. L'écriture est devenue beaucoup plus claire. Et c'est avec cette écriture que Nurgachi a réussi à dominer les clans mongols alors là, en dehors de la Mandchourie, ceux de la Mongolie intérieure, ceux qui étaient le plus près de Pékin. Et après avoir réussi à récupérer le sceau de Kubilai Khan, qui lui a été offert par la femme du dernier Khan de Mongolie, des Mongols Tchahar, il a décidé de changer le nom de sa dynastie. Alors, il a changé avec des prétentions sur la Chine. Alors, il a changé le nom de sa dynastie. La dynastie s'appelait Jin, et c'est un signe métallique. Or, les Ming
était un signe de feu. Donc le feu fond le métal. C'était pas très bien. Donc il a choisi de changer le nom en adoptant le signe Qing avec 3 gouttes d'eau. Donc c'est un signe d'eau. L'eau éteint le feu. C'était parfait. Il a aussi choisi de changer le nom de son peuple, qui s'appelait Jurchen, et il a décidé, ex nihilo, nous ne nous appellerons plus les Jurchen, nous serons les Mandchous. En disant le nom Jurchen a été trop souvent dominé soit par les Mongols, soit par les Chinois. Il nous faut un nom neuf, un nom de peuple dominateur. Alors il y a 3 étymologies pour Mandchou. Il y a des gens qui disent que ça vient de Mandchourie, le bodhisattva de la sagesse, comme le Dalai Lama et la réincarnation du bodhisattva Avalokiteshvara, qui est celui de la compassion. C'est l'étymologie populaire, mais qui n'est pas l'étymologie savante. L'étymologie savante considère que c'est soit les enfants de la rivière, amour, soit les Mandchous, Mandchous qui voudrait dire les chefs, donc le peuple de chefs. Alors avec cette nouvelle langue, il a écrit une très belle lettre de menace aux Mongols Khalkha, donc les Mongols de Mongolie extérieure, en leur disant j'ai une nouvelle dynastie et je vais vous dominer. Et il est allé forcer les Coréens, le roi Inju, à se prosterner 9 fois devant lui. Il l'a épargné, mais il l'a forcé à faire la première stèle écrite en mandchou dans la banlieue de Séoul. Cette stèle est écrite sur la face antérieure en mandchou et en mongol, sur la face postérieure en chinois. On n'écrivait jamais le coréen à cette époque. Et ça raconte l'humiliation du roi Inju. Alors cette stèle a connu beaucoup de malheurs. Dès que la Corée est devenue indépendante de la Chine avec le traité de Shimonoseki, à la suite de la défaite de la Chine face au Japon, le gouvernement coréen a enterré la stèle. Les Japonais, dans les années 30, un groupe d'archéologues japonais a déterré la stèle, l'a mise dans un musée, pour montrer que les Coréens n'avaient jamais été vraiment indépendants. En 1945, les Coréens ont réenterré la stèle, le gouvernement de Corée du Sud, pas de Corée du Nord. En 1963, je crois qu'il y a eu une inondation dans la banlieue de Séoul. La stèle est revenue à la lumière. Elle a été finalement, le bureau des affaires culturelles coréennes a décidé de l'installer dans une banlieue un peu perdue de Séoul, et elle est régulièrement vandalisée. Là, pour les 370 ans, en 2007, un Coréen a écrit le mot Cholch, qui veut dire, je crois, abattez-la. En 1644, la catastrophe pour les Chinois, grande révolte. Il y a 3 personnages dans cette histoire. Li Zicheng, qui est un leader charismatique chinois, qui prend la cité interdite. Le dernier empereur, qui s'appelait le Chongzhen, tue ses concubines lui-même et se pend. Et un général chinois qui montait la garde à la frontière, donc près de la passe, là où la grande muraille aboutit à la mer, se retrouve avec 100 000 hommes face aux 60 000 rebelles de Li Zicheng. Et alors qu'on lui propose de faire partie du nouveau pouvoir chinois, il choisit de s'allier aux Mandchous. Et cette armée combinée, sino-mandchou, les Mandchous laissent d'abord les Chinois se battre et à la fin de la journée envoient leur cavalerie, arrivent à battre les rebelles. Et le prince d'Orgon, que vous voyez là, entre à Pékin. Il impose à tous les Chinois de se raser la crâne et de se faire pousser une natte. Et il donne un sceau, vous voyez ce sceau, au fameux général chinois, et il lui donne un royaume au Yunnan. Donc le sceau est marqué en chinois Pingxi Da Jiangjun, Amba Jiangyun, non, c'est Walgi Be Nechihiriere, Amba Jiangyun Doron, sceau du grand général pacificateur de l'Ouest. Je me suis amusé à mettre un portrait de Shetao. Shetao est un des derniers héritiers de la dynastie Ming. Il s'est caché,
il est devenu moine de la citronnerie amère. Et comme le dernier empereur Song du Nord, c'était un grand peintre. Pierre Ekman a traduit son livre sur la peinture chinoise. Et là, vous le voyez, en regard d'Orgon, le nouveau maître de la Chine. Alors, les Mandchous, en arrivant à Pékin, ont expulsé tous les Chinois de la ville nord. La population de Pékin a été divisée en deux. Pékin, classiquement, avait 1 million d'habitants. Il y avait 500 000 soldats des bannières et leurs familles qui habitaient autour de la cité interdite. Ils étaient disposés par bannière, de la même manière que les bannières plantaient leurs tentes autour de celles de l'empereur quand il faisait la guerre ou la chasse. Les Chinois habitaient dans le sud. Alors, Pékin est une ville très ancienne. Elle avait été la capitale de la dynastie Liu, proto-mongole, la capitale de nos proto-mandchous, Jin, celle des Yuan, les grands mongols, celle des Ming et maintenant celle des Qing. Alors, je me suis amusé à faire un petit voyage dans la cité interdite. Si vous regardez sur la porte Tiananmen, plus rien ne rappelle la féodalité, plus rien n'est écrit. Vous avez un emblème et un portrait de Mao. Si vous avez dans la salle du trône l'ancienne inscription qui était bilingue et monolingue maintenant. Si vous allez dans les appartements privés, la salle à coucher de l'empereur, vous voyez que l'inscription est encore bilingue, mais elle est récente. C'est un calque. Le mot porte est écrit men en mandchou. Et là, dans une petite salle perdue, où là, ce n'est pas un panneau en bois, mais un panneau maçonné d'origine, vous voyez le mot men, le dernier caractère, qui est transcrit par un vrai nom mandchou, Duka, la porte. Aucun empereur mandchou, notamment Qianlong, n'aurait accepté que le mot porte soit transcrit par un calque du chinois en mandchou. Les Mandchous ont annexé Taïwan à la Chine. Alors là, je me suis amusé à mettre 2 stèles mandchous qu'on trouve à Taïwan. Il y en a une qui est une collection de stèles dans un ancien fort hollandais de Taïwan. Puis là, j'ai mis un autre devant un temple de Taïwan. Vous avez une inscription qu'on trouve très souvent en Chine, bilingue, qui demande aux gens de descendre de cheval avant d'entrer dans le temple. Elle est en mandchou et en chinois. Je me suis aussi amusé à montrer le sceau donné par l'empereur Qing au roi des Ryukyu, qui est au musée d'Okinawa, et qui est un sceau bilingue, mandchou, chinois, la partie mandchou, mais Liu Qiu, Gulun, Ni, Wang, Ni, Doron, sceau du roi du pays Liuqiu. Toute cet archipel, entre Taïwan et le Japon, était nominalement un tributaire, comme la Corée, de l'Empire mandchou. Alors, le mandchou était la langue de conquête. Là, je vous montre une lettre écrite par Ingen, celui qui était déguisé en hollandais chassant un lion, à son père, Kangxi, qui était lui-même en campagne en Mongolie. Et il lui décrit la façon dont l'annonce de la capitulation du prince mongol d'Algan a été accueillie dans la cité interdite. Et Kangxi lui renvoie sa lettre en l'informant que ses espions lui ont déjà fait savoir ce qu'avait dit la reine-mère et se moquant des officiels mandchous qui lui avaient déconseillé de prendre la tête de l'armée et qui dit « Et là, je suis sûr qu'ils n'ont rien dit ». Je me suis amusé à montrer un document russe montrant la version mandchoue du traité de Nertchinsk qui a défini la frontière entre la Mandchourie et l'Empire russe. Il faut savoir que tous les traités définissant la frontière entre l'Empire, c'est-à-dire la Chine et la Russie, aucun n'est écrit en chinois. Il n'y a pas de version chinoise de ces textes. Ils sont tous en mandchou et en russe. Non seulement le traité de Nertchinsk, qui définissait la grande Mandchourie, allant jusqu'au mont Stavonoï, c'est-à-dire tout le bassin de l'Amour, comprenant Vladivostok, Khabarovsk, tout ça c'était en Chine, que le traité de Ryatka, qui a défini la frontière
entre la Mongolie et la Russie au sud du Baïkal, et le traité d'Aïgoun, qui en 1860 a refait revenir la frontière entre la Chine et la Russie à celle que nous connaissons. Alors, je vous montre là un organigramme qui est celui de l'administration chinoise. En bleu, c'est l'administration Ming qui a été intégralement conservée, et en rouge, c'est tout ce que les Mandchous ont ajouté. Et ce qui est en rouge, c'est c'est les départements où le mandchou était la langue prioritaire. Alors vous voyez bien que le mandchou, c'était le conseil militaire, qui était vraiment l'endroit où l'empereur rencontrait ses conseillers les plus proches. C'était le département des affaires internes qui gérait toutes les affaires du palais et les affaires du clan impérial, les eunuques et la famille. C'était les 8 bannières. Alors les 8 bannières, c'était tout ce qui gérait les affaires des Mandchous. Donc il y avait en gros, avec leur famille, ils étaient 1 million. 50% à Pékin, 30% dans la province et 20% en Mandchourie. Ce qui est amusant, c'est que ces 8 bannières avaient 10 000 fonctionnaires qui s'occupaient d'eux, alors que l'ensemble des 6 ministères et de toutes les provinces chinoises, les 18, avaient aussi 10 000 fonctionnaires. L'administration chinoise était très légère à l'époque. Et il y avait le ministère des Frontières qui gérait les relations avec la Mongolie intérieure, la Mongolie extérieure, le Tibet, le Xinjiang, les tributaires et les autres pays comme le Japon et les Anglais. Alors, la fin du Mandchou, le mandchou a commencé à cesser d'être parlé vers 1725. On a un document de l'empereur Qianlong félicitant les Mandchous de la garnison de Hangzhou de leur capacité, de leur niveau de mandchou parlé. Ce qui veut dire que parler bien mandchou n'allait plus de soi en 1725. On a aussi toujours le même empereur Qianlong qui a vécu très longtemps. Hein. Il a pris le trône, je crois, vers 1735 et il a régné jusqu'en 1796. Donc c'est l'équivalent de Louis XV, Louis XVI, la Révolution française. Qianlong, à un moment, se met en colère parce qu'il entend les gardes du palais faire une blague en chinois, la nuit. Donc là aussi, problème, même les gardes du palais, qui sont des mandchous de souche, commencent à ne plus parler mandchou entre eux. Et puis, très vite, il faut faire des écoles pour apprendre le mandchou aux enfants mandchous. On fait beaucoup de... Qianlong a promu d'immenses dictionnaires, beaucoup de manuels de langue mandchou. Donc l'effort il faut voir qu'il y avait une éthique mandchou, la mandchou... On disait mandchou doro, la voix mandchou, c'était parler mandchou, tirer à l'arc et être frugal. Les mandchous de la fin de la dynastie n'étaient plus frugales, ils allaient au théâtre et ils ne parlaient plus mandchou. L'effondrement de la langue est venu en 1860 avec la révolte des Taiping. Au même moment, il y a eu 3 phénomènes. Le premier phénomène, donc cette révolte des Taiping, où les révoltés ont massacré toutes les garnisons mandchous du sud de la Chine et leurs familles. Donc ils ont massacré finalement un tiers du peuple mandchou. Où les Occidentaux ont pris la ville de Pékin, rasant d'ailleurs un des palais, c'est l'expédition franco-anglaise, et où les Russes, avec leur ministre des Affaires étrangères Mouraviev, a demandé à la cour mandchoue qui était prise à la gorge de céder le nord de la Mandchourie, le fameux traité d'Aïgoun. Et alors à ce moment-là, les Mandchous, face à la pression russe en Mandchourie, ont laissé... Alors il faut voir que la Grande Muraille et la palissade de Saule, leur vraie utilité historique, ça a été d'empêcher les Chinois d'entrer en Mongolie ou les Chinois d'entrer en Mandchourie. La Grande Muraille, pendant toute l'époque Qing, servait de frontière. Les Chinois n'avaient pas le droit de la traverser. Ils n'avaient pas le droit d'entrer en Mongolie.
Ils risquaient leur vie s'ils le faisaient. Et de même, les Chinois n'avaient pas le droit de passer la palissade de Seoul et d'entrer dans le nord de la Mandchourie, sinon ils risquaient leur vie. Là, à la suite du traité d'Aegun, les Mandchous décident on laisse les Chinois occuper le nord de la Mandchourie pour faire contre-pression démographique. Notre bombe démographique, c'est les Chinois. On va les opposer aux Russes, on va les laisser rentrer dans le nord de la Mandchourie. Et alors là, les Chinois ont sinisé la Mandchourie. Ils n'ont pas sinisé la Mongolie. Les Mandchous n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu ouvrir la Mongolie aux Chinois. Alors, la deuxième étape, bien sûr, ça a été la chute de la dynastie. Alors, le mandchou a continué comme langue écrite pour l'administration jusqu'à la fin de la dynastie, en concurrence avec le chinois classique, qui était lui-même une langue morte. Donc, l'empire chinois a été gouverné avec 2 langues mortes jusqu'à la fin de la dynastie. Et alors là, je vous ai mis un appel pour une révolution chinoise, qui est un texte qui était très connu, un texte fait par un disciple de Sun Yat-sen, appelant à exterminer les Mandchous. Et il faut voir que les nationalistes chinois, au début, avaient besoin du soutien des Anglais, des Japonais. Donc ils ménageaient les Anglais et les Japonais. Toute leur haine, toute leur rhétorique anti-coloniale était dirigée contre les Mandchous. Et à la fin de la dynastie, en 1912, un an plus tard, Sax Rohmer, un écrivain de polar anglais, écrivait Fu Manchu. Donc l'image des Mandchous était très négative. Et surtout, la rhétorique anticoloniale élaborée contre les Mandchous a pu être appliquée contre les Occidentaux, qui vivaient un peu comme les Mandchous, dans des concessions. Il y avait un apartheid, et les Occidentaux avaient repris les normes mandchous, les Mandchous comprenaient très bien ça, de l'apartheid. Alors là, je vous montre aujourd'hui que reste-t-il des Mandchous. Alors les Mandchous sont... alors là, je me suis amusé à montrer les pièces de monnaie. Vous voyez que le dernier empereur, le fameux Puyi, avait encore des pièces de monnaie. Alors là, je parle de la pièce de monnaie qui coûte rien, la sapèque. Elle était écrite en mandchou. Et là, c'est l'atelier monétaire du Guangdong. Vous voyez, Guangbo, maison du Guangdong. Donc c'est une pièce frappée à Canton, peu de temps avant l'effondrement de la dynastie, et elle est d'un côté en chinois, de l'autre côté en mandchou. Si vous regardez un billet de la République populaire de Chine, vous avez 4 écritures de minorités nationales, du mongol, du tibétain, du ouïghour et du zhuang. Si on compte aujourd'hui les gens qui se déclarent mandchous, zhuang, tibétains, il y a 17 millions de zhuang en Chine, plus de 12 millions d'ouïghours, 10 millions de mandchous, seulement 7 millions de tibétains et 6 millions de mongols. Mais les mandchous n'ont pas le droit d'être sur le billet. Aujourd'hui en Chine, il est assez chic d'être mandchou. Les 10 millions de gens qui se déclarent mandchous ne sont pas forcément des mandchous ethniques ou des descendants de mandchous ethniques, sont souvent des Chinois qui étaient dans les systèmes des bannières. Que reste-t-il des Mandchous? Il reste les Sibé. Alors les Sibé, c'est une petite garnison oubliée au fin fond du Xinjiang, à la frontière. Donc c'est la petite tache rosâtre, là où ils ont un district autonome, le district autonome de Chaptal. Alors cette peuplade a un destin très particulier. C'est des Mandchous qui n'ont pas participé à l'épopée impériale. Ils étaient esclaves, comme on disait, ils étaient dépendants des Mongols de Mandchourie, des Mongols Korchin. Et à un moment, l'empereur Kangxi a décidé que ce n'était pas très saillant, ce n'était pas digne de lui que des Mandchous restent encore dépendants de Mongols. Il a donc racheté le clan, les Mongols Sibéo. Il a payé très cher, je ne me souviens plus du prix par soldat payé. Et il les a intégrés dans différentes bannières. C'est arrivé en 1680 environ. Et en 1740-1750, un autre empereur, Qianlong, a décidé d'envoyer une garnison de 4000 hommes au fin fond, garder la frontière avec ce qui n'était pas encore l'Empire russe, mais les Émirats kirghizes ou kazakhs.
Et ces Mandchous, à cause de leur vertu guerrière un peu préservée, puis aussi à cause de l'éloignement, ont réussi à survivre, à garder leur langue. Ils ont réussi à traverser toute la période des seigneurs de la guerre musulmans qui ne les aimaient pas. Et ils ont participé à la République éphémère créée par les Russes. Là, vous voyez une belle photo contre le seigneur de la guerre musulman qui s'appelait Mapufang. Mapufang, d'ailleurs, qui a fini sa vie en Arabie Saoudite et en Égypte, après une affaire de meurtre, d'ailleurs. Et les Sibo de ce district ont encore un journal. Et surtout, ils ont... Alors là, il faut que j'arrive à faire... Écouter du mandchou. Le journal télévisé chinois de la région. J'aime bien celle-là. Je suis perdu. On va arrêter Vous pouvez leur couper le sifflet. Oui. Alors, je vais conclure avec la New Qing History. Alors là, j'ai la dernière planche. Vous pouvez la retrouver. Celle-ci. Vous la voyez? Nous. Oui, voilà. Alors, le Mandchou a refait, si j'ose dire, surface dans les débats dans les années 80 aux États-Unis. Une nouvelle école historique, sans doute influencée par les Cultural Studies, s'est plongée dans l'étude du Mandchou. Et le premier, c'est Joseph Fletcher. Alors, je vous laisse lire ce qu'il a osé dire. En gros, il a osé dire que tous les gens qui avaient étudié l'histoire de la Chine entre 1644 et 1912 n'avaient pas fait une œuvre de premier ordre, puisqu'ils ne connaissaient pas le mandchou. Plusieurs jeunes doctorants ont repris cette théorie. Il y a eu entre autres Evelyn Ravsky qui a fait dans les années 90 une presidential address quand elle a été élue présidente de l'association des
Asian Scholars. Son prédécesseur, un Chinois installé aux États-Unis qui s'appelait le professeur Ho Pingti, a bien sûr répondu Defense of Civilization. Et le cœur du débat, c'était ça. La plupart des historiens avant les années 80 considéraient que le grand mérite des Mandchous en Chine, c'était de s'être fait oublier, de s'être sinisé, de s'être adapté, de s'être fondu dans la masse. Et c'est en adoptant la culture chinoise, en la développant au plus haut degré, qu'ils avaient réussi à dominer la Chine et que leur signification historique était en fait, oui, de s'être fait oublier. Alors que nos amis américains, jeunes américains, ont dit non, les Mandchous, c'était plus que ça, plus que la sinisation. Ils ont réussi à préserver leur identité, même en ayant perdu leur langue, du moins leur langue parlée. Ils ont généré une masse documentaire qui est extrêmement importante, puisque toutes les affaires importantes de l'État étaient en mandchou. Aujourd'hui, la dynastie Qing a laissé plus de 10 millions de documents. Sur ces 10 millions de documents, il y en a plus de 2 millions qui sont en mandchou. Et ces 2 millions sont les plus importants. C'est les affaires militaires, les affaires diplomatiques, les affaires de l'empereur. C'est les lettres écrites par l'empereur. C'est ce qu'il voyait, c'est ce qu'il était en train de traiter. Et les Mandchous ont joué aux Chinois, mais ils ont joué aux Mongols. Ils ont joué aux Tibétains. L'élite mandchoue était une élite qui était empathique, si j'ose dire, comme le chaman est empathique. Pour mieux dominer leur gibier, ils se mettaient à leur place. Et les Mandchous s'étaient mis à la place des Mongols, comme ils se sont mis à la place des Chinois. Et ils ont réussi à dominer la Chine pendant aussi longtemps parce qu'ils étaient des dominants empathiques. Sur ces mots, je voudrais conclure et puis j'aimerais ouvrir le débat. Je pense que je suis très content de voir autant de visages connus dans l'assistance. Et puis autant de gens qui s'intéressent au sujet. Alors c'est maintenant que l'heure des accords et des désaccords commence. Qui veut ouvrir les débats? À qui est la première question? Ou les premiers commentaires d'ailleurs. Comment est né votre propre intérêt pour le mandchou? Quand j'étais en Chine dans les années 80, j'ai fait beaucoup de randonnées à pied. Et j'étais à Pékin, et donc j'allais dans la grande banlieue de Pékin. Et quand vous allez dans la grande banlieue de Pékin, il y a des temples, et très souvent, il y avait des stèles qui étaient en mandchou, en chinois et en mandchou. Et j'ai passé des vacances merveilleuses aussi à camper à Chengde, donc dans le parc de chasse qui est à une centaine de kilomètres au nord de Pékin. Alors, à l'époque, je m'amusais à déchiffrer, à lire les inscriptions en chinois, mais beaucoup étaient en mandchou. Et donc, petit à petit, mon intérêt est venu de là, et lentement, mais sûrement, je m'y suis mis, mais je suis un autodidacte. Alors, je me suis aidé, il y a de très bons manuels américains, celui de Roth est exceptionnel, et puis il y a des Manchu Study Group, donc par Internet, on peut avoir accès à des Manchu Study Group californiens. Donc un autodidacte comme notre ami Abel Rémusat. Oui, je disposais de bien meilleurs manuels que lui. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur le professeur. Merci, je voudrais d'abord vous féliciter. C'était vraiment passionnant, cette vision encyclopédique. Je ne sais pas si ça... Oui. À propos de la langue mandchoue, je voudrais ajouter deux commentaires. Les linguistes japonais avaient
pas mal travaillé sur le mandchou au XXe siècle. Et dans les années 30, je crois, un linguiste japonais avait enquêté en Mandchourie. Il avait fait un livre, il a fait un bouquin assez passionnant sur le vocabulaire parlé mandchou. Et il avait estimé dans sa préface il estimait à environ 300 000 locuteurs encore, les locuteurs de mandchou, dans la Mandchourie de l'époque, ce qui me semble extraordinaire, mais enfin, c'était un linguiste assez connu. Donc, en quelques années, le mandchou, qui n'était plus soutenu, ça a disparu quasiment complètement. Mais en 86 ou 7, j'étais à Pékin, j'avais visité le Yonghegong, et là, il y avait un moine qui m'a dit qu'il était mandchou et qu'il parlait mandchou. Alors, donc, est-ce qu'il y a encore des mandchous cachés quelque part? Enfin, mais je voudrais ajouter quelque chose sur la conséquence du pouvoir mandchou à Pékin. Il y a toute une école de linguistes qui soutient, et c'est vrai que le pékinois, le mandarin, est la plus aberrante des langues chinoises, qu'on y pense. Enfin, toutes les distinctions phonétiques qui existent dans tous les dialectes n'existent plus en pékinois. Et nombre de linguistes soutiennent que, enfin, les plus extrémistes vont jusqu'à dire que le pékinois est une sorte de créole de mandchou, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement influencé par la phonétique mandchou, ce qui me semble pas du tout invraisemblable. Je sais pas si vous avez... Oui, je sais pas. Ce que j'ai lu, enfin actuellement, les gens ont l'air de considérer qu'il y a vraiment eu une évolution des dialectes du nord de la Chine, un peu, alors sans doute influencée par les langues de contact, mais ça peut être le mongol, ça peut être des langues altaïques, mais tracer une influence mandchoue directe n'est pas facile. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un phénomène, oui. Ouais. Non, mais il y a des... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un accent mandchou, Pékin, qui était différent de l'accent mandchou quand le mandchou était parlé. Le mandchou parlé à Pékin était devenu différent du mandchou parlé en Mandchourie. Et les mandchous qui revenaient de Pékin avaient deux accents. Et qui retournaient, ils avaient l'accent mandchou de Mandchourie et l'accent mandchou de Pékin, qui était plus chic, puisque c'était l'accent de la cour. Vous avez dit que des personnes aimaient se déclarer, se proclamer mandchou actuellement, enfin, à notre époque. Qu'est-ce qui pourrait, cette position contiendrait quoi? S'il n'y a pas la langue, si ce n'est pas principalement une langue. Alors c'est vrai que pour définir les Mandchous comme minorité nationale, en 1949 c'était un peu difficile, puisque selon Staline, une minorité nationale devait avoir une langue, un territoire, une économie particulière, enfin bon bref, il y avait 5 critères. Or les Mandchous n'avaient plus de territoire, ils n'avaient plus de langue. En 1949, quand on a recensé les ethnies en Chine, il y a 2 millions de personnes qui ont accepté de se déclarer mandchou. Il faut voir qu'entre 1912, lors de la révolution de 1912, les Mandchous qui vivaient à Xi'an, à Nankin, à Hangzhou, ont tous été massacrés avec leur famille. Donc 1912 a été aussi une catastrophe pour les Mandchous de Chine. Ceux de Pékin et de Mandchourie y ont échappé. Mais bon, ceux qui étaient dans le cœur de la Chine, donc ceux qui ont survécu sont cachés. Donc ils ont abandonné les noms mandchous. Ceux qui étaient très courageux s'appelaient Jin. Mais bon, ils n'étaient pas très nombreux à oser s'appeler Jin. Ce n'est qu'en 1949 que les gens ont un peu accepté de se déclarer mandchous. Il n'y avait que 2 millions de mandchous en 1949. Aujourd'hui, ils sont 10 millions. Alors, ils ont quintuplé parce qu'aujourd'hui, c'est chic d'avoir des origines mandchoues, mais beaucoup de gens pensent que ce ne sont pas des mandchous ethniques, la plupart. C'est des gens qui peuvent être liés au système des bannières. Il faut voir que pour un soldat mandchou, il y avait environ 5 dépendants à Pékin et en dehors de Pékin, 10 personnes. Donc, ces 10 personnes, c'était bien sûr sa femme et ses enfants.
Mais il avait des concubines chinoises et il avait ce qu'on appelait des boyi, ou en chinois des baoyi, qui étaient des esclaves en fait chinois qui participaient au système. Donc en gros, un soldat mandchou avait au moins 2, si ce n'est pas 4, Chinois qui lui servaient de serviteurs, y compris quand il allait en campagne. Et c'est ces gens-là qui étaient enregistrés comme membres des bannières qui, après, ont pu se réclamer d'une ascendance mandchoue. Il faut voir que les mandchous, à la fin, certains mandchous ne se souvenaient même plus de leur nom de famille, donc de leur clan. Ils ne se souvenaient que de leur bannière, qui était vraiment ce qui les nourrissait, puisque c'était une organisation sociale avec un RMI assuré à tous les membres des bannières. Un membre d'une bannière avait automatiquement un revenu minimum fourni par la cour, et après il pouvait occuper des postes, soit de soldats, soit d'officiels dans l'administration civile et militaire, où il avait un sursalaire. Cécile, je pense qu'il y a une question pour monsieur devant. Oui, bonsoir. Vous avez parlé des traités vers 1600, en particulier le traité de Nertchinsk. Pourquoi on dit que ces traités sont des traités inégaux, puisque dans le fond, d'après ce que vous avez montré, ce n'est pas une amputation du territoire mandchou, etc. Les traités sont dits inégaux par la Chine, c'est-à-dire qu'ils ont été signés pas entre égaux. Les Occidentaux, selon les Chinois, ont profité de la faiblesse de l'armée chinoise et de l'État chinois pour lui extorquer des traités définissant des frontières. Oui, monsieur Mouraviev, qui était le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque, a profité du fait que les Anglais et les Français occupaient Pékin, que les Taiping ravageaient le sud de la Chine, pour faire toc-toc à la porte et dire on va renégocier la frontière et on va la ramener quelques centaines de kilomètres plus loin, ce qui a donné à la Russie Vladivostok et Khabarovsk. Donc pour les Chinois, c'est le seul traité inégaux qui n'a pas été dénoncé, remis en cause par le régime communiste chinois. Bonsoir, parce que vous avez mentionné les pratiques de Saman et vous avez dit que en fait, le Aishin-Joro, c'est la seule famille qui a le droit de garder un Saman. Et je voudrais savoir, ces pratiques, ça reste un peu comme familial ou c'est plutôt national, comme on fait des sacrifices à Confucius, des choses comme ça. Pour avoir compris votre question, le seul à avoir gardé un chaman, c'est vrai, et après? Oui, les pratiques que vous avez mentionnées, par exemple, pour le premier jour de l'année, on fait des pratiques, on fait des sacrifices dans le petit salle que vous avez dit, ça a été détruit. Et ça reste quelque chose de national, c'est-à-dire pour tous les pays, ou ça reste quelque chose de familial seulement pour le Aishin-Joro. Ah oui, oui. Alors ce culte. Alors, il y avait un rituel qui a été écrit en mandchou et même avec une version chinoise. Ils ont écrit le rituel chamanique de la famille impériale avec leur chaman. Donc, on en connaît ce qu'ils ont voulu écrire parce qu'il y avait une partie secrète. Et c'est vrai que c'était réservé à la famille Aishin-Gyoro. Les autres clans, y compris les 8 grands clans mandchous, n'avaient pas le droit d'avoir leur chaman. Ceci dit, il y avait des pratiques chamaniques privées. Il n'avait pas de chaman officiel attitré au clan. Il pouvait aller voir des rebouteux. Et il y avait des pratiques privées, comme d'offrir de la viande aux oiseaux, qui là n'étaient pas considérées comme le culte officiel de la chamanique de la famille. Et le culte chamanique a été vraiment épuré parce que normalement il faut une transe. Or, la transe chamanique par les membres de l'élite de la famille Aishin-Gyoro, que ce soit des femmes ou des hommes, elles n'allaient pas entrer en bavant et en se roulant par terre. Donc, le culte était forcément très dégradé. Merci. Je crois qu'il y a une question pour Madame devant. Cécile, si vous voulez bien. Bonsoir. Comment se fait-il que
plus de 3 siècles de présence. Enfin, non, Pourriez-vous vous rapprocher un petit peu du micro? 3 siècles de cette présence de Mandchous en Chine fait qu'en en réalité, la majorité des Chinois, après la Révolution, finalement, l'histoire depuis cette révolution est beaucoup plus courte que la colonisation mandchoue. Et comment se fait-il qu'ils parlent si peu mandchou en réalité en Chine? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas autant de gens qui parlent mandchou? Puisque ça aurait dû être une langue qui aurait dû être transmise de façon comme elle a été obligatoire. Et très peu, elle a disparu comme ça. C'est un petit trou noir linguistique et historique. Cette langue a vraiment disparu après 1912. Plus personne s'y intéressait puisque ce n'était plus la langue administrative de l'Empire chinois. Les Mandchous eux-mêmes, ceux qui la parlaient encore, mais il faut voir que les Mandchous qui la parlaient encore l'avaient appris, ils ne l'apprenaient plus en famille. Ils l'apprenaient dans des écoles parce qu'ils voulaient devenir officiels. Le mandchou était la langue de commandement dans l'armée chinoise. Mais quelqu'un comme Puyi passait des heures à apprendre le mandchou, il n'a retenu que 3-4 mots. Donc le fameux ili, ça veut dire debout, puisque les gens se prosternaient devant lui et il disait le commandement ili, redresse-toi. C'est tout ce qu'il avait retenu du mandchou, alors qu'il apprenait beaucoup moins l'anglais, mais il a parlé parfaitement l'anglais. Les langues ont leur destin. Il ne serait jamais venu à l'idée de Jean-Pierre Abel-Rémusat de faire un enseignement de coréen. Première leçon de coréen donnée en France, c'est en 1956 à la Sorbonne. Aujourd'hui, tout le monde apprend le coréen en France, personne n'apprend le mandchou. Il y a les langues ont leur destin. Le coréen est un des blockbusters de cette maison. J'aurais peut-être une question à M. Viennet pour savoir comment lui est devenu mandchou. Êtes-vous venu à subventionner le dernier ouvrage, enfin le dernier cri de la mandchoologie française, quoi. Quasiment un demi-siècle, et ça s'est fait un peu par hasard. J'avais imprimé le catalogue des périodiques en langue chinoise de la BMF, celui des Langues également, et Marie-Rose Segui, qui était conservateur des manuscrits orientaux, m'a téléphoné en me demandant si ça m'intéresserait de publier ce catalogue. Mais à l'époque, on n'avait pas de fonte en mandchou, donc du chinois. C'est uniquement du chinois. Il y a 2-3 très belles reproductions. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je suis plus intéressée par, en ce moment, est-ce qu'il y a toujours des incitations, des initiatives de certains gouvernements peut-être? Alors la Chine, j'ai l'impression que c'est plutôt pour étudier le passé, mais pour apprendre cette langue, pour enseigner cette langue, comme il y a pu avoir à l'époque des écoles qui ont été créées ou des manuels qui ont été créés pour le mandchou. Est-ce qu'en Mongolie ou quelque part ailleurs, il y a encore des initiatives pour enseigner cette langue et faire en sorte qu'elle revienne un peu au goût du jour? En Chine, il y a quand même pas mal d'initiatives pour apprendre le mandchou, puisqu'il y a quand même 10 millions de personnes qui se prétendent mandchou. Donc dans la masse, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le mandchou. Donc il y a des écoles qui sont des initiatives privées, qui sont en cours du soir ou du jour, où on apprend le mandchou comme nous apprendrions le latin. Voilà. Donc il y a beaucoup de... Et puis il y a nos fameux SIBO, donc des gens qui font des pèlerinages des Chinois, et puis j'aimerais le faire aussi quand j'aurai le temps, qui vont aller voir le district de Chapchal, où il y a des SIBO. Et il y a un enseignement primaire en SIBO. Alors je ne sais pas très bien, mais apparemment le gouvernement chinois a restreint un peu l'enseignement dans les langues ethniques. Je ne sais pas si ça a affecté l'enseignement du SIBO dans sa région. Et puis il y a des manuels, surtout américains, qui sont très bien faits. Et il y a des manuels chinois de très bonne qualité aussi. Monsieur le professeur, non. J'ai juste eu la chance d'aller à Chapchal en 1988, à l'époque où ils étaient en pleine expansion, en particulier la vente de bois de serre, permettait des revenus. Et j'avais visité le responsable du village,
qui était prospère. Sur sa table, il y avait un livre, enfin trois gros volumes en mandchou, et c'était la traduction mandchoue du Shui Ho Chuan. Et je lui ai demandé très bêtement, mais vous pouvez le lire? Un peu piqué, il l'a ouvert, il a commencé à me lire vraiment très rapidement. Enfin, après, j'ai eu la chance de visiter une librairie un peu en dehors de la ville où il y avait tous les livres élémentaires des classes justement en mandchou et Shibo mandchou. Enfin, donc à l'époque, ça partait vraiment. Une production de souvenirs justement de l'époque 45-49, des gens qui étaient dans cette armée de la République du Turkménistan. Comme c'était une armée un peu communisante, raconter ses souvenirs même d'un gouvernement fractionnaliste de lutte contre les musulmans du Kuomintang est plutôt bien vu. Donc il y a eu pas mal de livres écrits en Sibo racontant cette période. Donc il y a aussi une production littéraire. Et alors, je ferai une remarque, le premier empereur mandchou a fait traduire, les premières choses qu'il a fait traduire, c'est les manuels de stratégie chinoise, donc le Sun Tzu Bingfa, et le roman des Trois Royaumes. Donc le roman des Trois Royaumes, qui est plein de stratagèmes militaires, a été le premier livre traduit en mandchou. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'au moment de la conquête, là, le frère de Dorgon, là, celui que vous voyez, qu'on a vu là, le frère d'Orgon a traduit le Jingpingmei en mandchou. Ah oui. Et d'ailleurs, dans votre catalogue, René, j'ai trouvé 7 références du roman des Trois Royaumes et 3 du Jingpingmei. Alors le Jingpingmei est un roman c'est un roman de mœurs, c'est un très grand roman chinois, mais c'est truffé de scènes pornographiques. Et d'ailleurs, les Mandchous ont aussi traduit le roman le plus obscène chinois qui s'appelle le Zhouputian, le coussin de chair, qui est ignoble. Hein. C'est les aventures de quelqu'un qui se fait greffer un sexe d'âne pour être plus efficace. Et ça a été traduit en mandchou très vite. Sur ces propos, je vois que Sylvestre de Sassy s'agite sur son fauteuil, donc je vous propose de le rejoindre. Et merci beaucoup encore.